Alors, bonjour tout le monde. On accueille aujourd'hui Maître Christian Néron pour parler de son livre formidable, je veux dire, qui est Lac de Québec. Son bouquin est formidable sur le Lac de Québec. Alors, pour recevoir Maître Néron, on a notre collaborateur habituel qui est Gilles Verrier. Est-ce qu'on peut faire monter Gilles Verrier? Salut Gilles! Ça va bien? Salut Luc, ça va bien, merci. Oui, mais c'est ça. Je vais faire monter aussi notre autre co-animateur, qui est Édouard Baraton, puis on va être en mesure un peu de présenter aux auditeurs l'importance. Bonjour, M. Baraton. Bienvenue à notre émission du Parvis de la Nouvelle-France. J'aimerais vous entendre tous les deux pour... moi, je suis tant enthousiasmé par le bouquin de Maître Néron. Je pense que ça peut avoir un impact majeur sur toute la vision constitutionnelle au Québec. Là, je pense que c'est un coup de tonnerre, à mon avis, dans le paysage constitutionnel au Québec. Alors, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que vous pensez en gros du livre. Puis après ça, on va recevoir Maître Néron dans quelques instants. Gilles. Bien, c'est certain que c'est un livre exceptionnel parce que sur l'Acte de Québec, on n'a pas grand-chose de substantiel qui a été écrit. Juste en faisant le tour ici, je regardais un peu les livres que j'ai, Maurice Séguin, dans l'histoire des deux nationalismes au Canada. L'Acte de Québec, ça fait 10 pages. Dans La Coursière, une histoire populaire du Québec en 3 volumes, il y a 16 pages consacrées à l'Acte de Québec. Et Jean-Claude Dupuis, que j'avais sous la main, sous la liste et la croix, 4 pages sur un total de 335. Bon, naturellement, peut-être un peu plus quand on compte les circonstances qui ont amené à l'Acte de Québec et tout ça. Mais il reste qu'une étude aussi approfondie sur une question comme celle-là. Je pense que ça n'avait jamais été fait. Et je pense qu'il y a des aspects de la question qui sont dévoilés ou qui sont étudiés pour une première fois. C'est intéressant. Monsieur Baraton, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, sur cette question-là, le lac de Québec, on a en effet une historiographie qui l'a probablement un peu sous-estimée dans la mesure où elle va s'être concentrée plutôt sur des luttes constitutionnelles, soit sur les conditions de la capitulation et l'établissement du régime britannique, soit beaucoup plus sur les luttes constitutionnelles de la Constitution de 1791. Alors on a un petit renouvellement historiographique quand même sur le sujet qui pointe depuis quelques années sous la forme d'articles d'historiens comme Larin, etc. Et puis il y a eu une biographie récemment, alors qui éclaire un peu le sujet, de Dave Noël sur Chartier de Lotbinière, qui était un des principaux aristocrates canadiens français de la question et qui a été mêlé un peu à ces négociations de l'acte de Québec. Donc c'est intéressant de voir la multiplication de discussions là-dessus, et à ce moment-là, dans cette actualité-là, où il y a des échos en fait avec les débats qui font que probablement cette période-là du début du régime anglais et de la période de l'acte de Québec a plus d'intérêt qu'il n'en avait autrefois. Parfait. Bon, ben merci. Alors, on va, sans plus tarder, on va faire entrer l'auteur du bouquin dont il est question aujourd'hui, mais Maître Christian Néron. Est-ce qu'on peut faire entrer M. Néron? Bon. Bonjour, Maître Néron. Oui, bonjour. Merci de vous être levé si tôt parce qu'on est en onde ce matin à 8h30. Je sais que c'est pas facile pour vous d'être là à cette heure-là, mais merci de vous être rendu disponible. Alors, je sais pas comment procéder. Maître Néron, c'est sûr, là, vous me disiez, votre objectif, c'était de créer un ouvrage de référence sur le sujet.
C'est sûr, on a un sujet de désaccord majeur. Je ne sais pas, je viens de le mentionner. Là. En tout cas, moi, je trouve le bouquin, je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à la politique et à l'histoire, pas seulement aux spécialistes du droit, mais pour les spécialistes du droit, je pense que le bouquin est vraiment incontournable parce qu'il y amène une nouvelle perspective. Alors, je pense que je vais demander à mes co-animateurs qui sont quand même plus ferrés que moi sur le sujet de peut-être de formuler des questions pour démarrer Maître Néron, qui une fois, Maître Néron, j'ai eu quelques fois l'occasion de discuter avec lui. C'est un monsieur là, qui est en mesure d'élaborer sur le sujet en profondeur, qui est vraiment très intéressant. Alors, Gilles, peut-être... oui. Je pourrais poser une question qui permet de mettre en contexte un petit peu l'Acte de Québec, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas nécessairement familiers avec de quoi il s'agit. Alors, je vais citer Maurice Séguin, qui est un historien connu. Il écrit « L'agitation des 13 colonies entre 1765 et 1769, véritable premier cas de la Révolution américaine, exerce une influence qui peut être considérée de bon droit comme l'une des grandes causes de l'esprit libéral de l'Acte de Québec envers les Canadiens français. » Alors, ma question à Maître Néron, est-ce que vous seriez d'accord? Je sais que vous allez dans beaucoup de directions, mais est-ce que vous seriez d'accord pour faire de cet énoncé-là, disons, est-ce que vous seriez une espèce de sommaire, on va dire, de l'Acte de Québec, ou si ça ne vous convient pas? Je pense que ça ne me convient pas du tout. Bon, le débat est bien lancé. Parce que ce qui s'est passé entre le gouvernement central et les Américains, finalement, ça a été plutôt mineur à cette époque-là. Et les problèmes se sont en partie réglés. Et lorsque le gouvernement a décidé de passer à l'acte, donc ça veut dire de commencer à rédiger le projet d'Acte de Québec, ils n'avaient pas du tout les Américains à l'esprit. Pour eux, le problème avec les Américains était réglé, mais c'est juste l'année suivante qu'il va se passer d'autres choses. Et là, ben, ça va raviver les braises qui s'étaient, disons, créées dans les années 1764 et suivants. Alors, quand les lords du gouvernement ont travaillé sur ce projet d'Acte de Québec, ils voulaient essentiellement régler la question de l'ordre de droit au Québec. Donc, les Américains n'étaient pas en filigrane derrière ça. Et on entend souvent que le gouvernement aurait voulu s'approprier, par exemple, l'aide des Canadiens pour éventuellement les utiliser contre les Américains, mais ce n'était pas le cas en 1773 et ce n'était pas le cas en 1774. Et ce qui va raviver les flammes, ça va être une loi qui va être passée en 1773 sur le commerce avec l'Inde et les effets vont se faire sentir 1 an plus tard. Alors, donc, les lords anglais n'avaient pas prévu qu'il y aurait une réaction américaine à cette loi sur le thé. Parce qu'auparavant, les marchandises devaient être transportées par des navires anglais. Et on a laissé dans ce cas-là la possibilité à des navires américains de transporter du thé. Et finalement, ça a fait une espèce de concurrence déloyale et les Américains se sont révoltés à partir de ce moment-là. Mais ça s'est envenimé assez vite parce qu'en 1700... Oui, ça s'est rallumé très, très vite. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au moment où on a conçu, on a travaillé sur l'Acte de Québec, on n'avait pas du tout les Américains à l'idée. Et on entend souvent ça, que ça aurait été fait pour acheter la paix avec les Américains, mais ce n'était pas le cas parce que les Anglais voulaient régler la question juridique du Canada
On voulait régler la paix avec les Canadiens français. Gilles, on voulait créer... Parce que, dans le fond, la province de Québec était une province où l'ordre régnait. Et les lords du gouvernement voulaient garder l'ordre public. Et pour eux, le plus simple, c'était de rétablir l'ensemble des lois et coutumes du Canada que les Canadiens connaissaient très bien. On peut, si je peux me permettre de prendre la parole, de rebondir là-dessus, on peut dire que, de toute manière, au moment de l'occupation, puis au moment de la cession, s'était établi une espèce d'ordre de fait, et que cet ordre de fait avait un peu prouvé sa fonctionnalité sous plein d'aspects. Et là, je suis assez d'accord de ce point de vue-là. Prolonger et valider l'existence de l'ordre juridique, de droit civil dans la province, c'était presque une mesure d'économie. Maintenant, si on aborde souvent la question du point de vue de ce que voulaient faire les Britanniques, mais je trouve qu'il est intéressant de renverser un peu la perspective et sur ce que pouvaient demander, ce que pouvaient souhaiter les acteurs canadiens-français qui se sont trouvés confrontés aux Britanniques dans le cadre de la préparation de l'acte de Québec, on va dire entre 1772 et son officialisation en 1774. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus un peu en renversant le balai sur ce que différents Canadiens français ou ce que les groupes, l'Église, la noblesse pouvaient espérer obtenir de cet accord. Et si vous pouviez faire un peu une évaluation du bilan que vous en faites, est-ce qu'ils ont réussi? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là pour changer la perspective? D'après moi, d'abord, on ne peut pas parler des Canadiens français à l'époque. Oui, excusez-moi. Alors, ce sont les Canadiens. Et le gouvernement qui a été établi en 1763-64, les personnes qui avaient été nommées comme le procureur général, le juge en chef, eux avaient interprété finalement la proclamation de 1763 comme si elle mettait en vigueur les lois et coutumes de l'Angleterre, alors que ça n'avait jamais été l'intention des lords du gouvernement de mettre en vigueur au Canada les lois et coutumes de l'Angleterre. Et c'était pas leur façon de procéder non plus. Parce que dans toutes les colonies que les Anglais avaient en Amérique du Nord ou ailleurs, on mettait graduellement le droit anglais en vigueur lorsque c'était nécessaire. Parce que pour eux, l'ordre de droit qui existait déjà dans une colonie, et quand cet ordre de droit-là fonctionnait, eux, ça leur suffisait d'avoir un ordre. Donc, arriver avec d'autres lois que les gens ne connaissent pas, ça crée tout simplement des problèmes. Et naturellement, c'est sûr que les coloniaux, ceux qui, par exemple, partaient pour les colonies à cette époque-là, pour eux, c'était peut-être plus avantageux d'avoir du droit anglais parce qu'ils connaissaient ce droit-là. Mais les lords du gouvernement ont écrit plusieurs fois que s'ils s'en vont dans une colonie anglaise, peu importe où est la colonie, ils ne doivent pas s'imaginer qu'ils peuvent partir avec l'idée qu'ils pourront introduire ou se servir des lois anglaises dans les colonies anglaises, même dans les colonies de peuplement. Mm-hmm. Ça doit être le cas en Inde, ou j'imagine, ou dans d'autres colonies anglaises. C'est généralisé, cette méthode-là de colonisation. Là. On voulait minimiser l'obligation de maintenir des troupes, là, ni plus ni moins. C'est ça, absolument. Alors, donc, pour eux, là, c'était une économie d'argent, finalement, et on garde l'ordre qui existe déjà et on met le minimum de force pour garder l'ordre anglais. Alors, donc, c'était leur politique partout. Et pour l'Inde, ils ont été obligés d'introduire une bonne partie du droit anglais, mais ça s'appliquait qu'aux Anglais parce que les Anglais n'étaient pas capables de comprendre les lois indiennes. Mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui a été envisagé dans les discussions des années 1760-1770. Alors, j'ai pas la date du document, je suis désolé, mais il a été envisagé de faire des tribunaux pour anciens sujets et pour nouveaux sujets dans la langue. C'est ça, oui. Ça n'a pas été retenu, mais ça a été un instant envisagé. Il y aurait eu deux systèmes légaux, personnels, parallèles sur la province. Oui.
Alors, si on revient un peu à ma question du début, je citais Maurice Séguin, qui est quand même un historien que beaucoup de gens connaissent. Alors, si lui, apparemment, fait cette erreur au niveau des causes premières de l'apparition de l'Acte de Québec, j'imagine que c'est une erreur que plusieurs historiens ou qui peut se trouver dans plusieurs autres livres d'histoire. Oui, absolument. Absolument, parce que cette idée-là, on la retrouve souvent. Et ce n'est pas une idée qui est fondée. Quand on regarde les textes là, de 1764 à 1774, là, on ne retrouve jamais de préoccupation pour utiliser les Canadiens contre, finalement, les Américains. Par contre, il y avait des Anglais, une partie des Anglais qui pensaient que le roi d'Angleterre voulait utiliser les Canadiens pour s'en faire une armée personnelle et amener cette armée personnelle-là à Londres pour faire valoir la prérogative royale. Donc, le roi aurait eu une armée personnelle faite des Canadiens. Ça c'est très intéressant parce que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la crise Wilkite en Grande-Bretagne, où vous avez cette idée que depuis qu'il y a l'union avec l'Écosse, les Écossais sont un moyen de pression qui abaisse les libertés anglaises. Et donc, il y a un peu cette idée-là avec l'annexion des Canadiens français qui pourraient devenir des auxiliaires. Alors là, en plus, elle est colportée par les Américains les plus anti-anglais qui laissent entendre que, et on retrouvera ça dans une déclaration américaine ou britannique un peu plus tard, où il y a cette espèce de relan de l'idée qu'il y aura une légion canadienne absolutiste. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que les Canadiens avaient une réputation militaire. Donc, quand ils parlaient des Canadiens, ils disaient que c'était une nation de soldats. C'est des bons tireurs, des chasseurs et des bons tireurs. Oui, mais c'était des gens qui avaient de bonnes stratégies sur le plan militaire parce qu'ils avaient été à l'école des Indiens. Et en plus, ils étaient des meilleurs tireurs que les soldats réguliers, comme les troupes régulières françaises ou les troupes régulières anglaises étaient de mauvais tireurs. Parce qu'on leur apprenait à tirer dans le groupe. Au milieu, vous dites, vous tirez dans le tas, au niveau de la ceinture, alors que les Canadiens étaient habitués à la chasse. Donc, étant habitués à la chasse, forcément, ils devenaient des bons tireurs. Oui. Les Européens sont habitués à des batailles à 30 ou 40 000 hommes qui se tirent dessus, donc à cette échelle-là, pas besoin de viser, alors que les Canadiens sont habitués à la chasse ou aux embuscades dans les bois. Donc là, c'est Monsieur Néron, vous parlez de votre... le sous-titre de votre livre, c'est la continuité du droit. Alors, quand vous parlez, moi, ce que j'ai compris, quand vous parlez de continuité du droit, le premier chapitre s'ouvre avec le Conseil souverain, n'est-ce pas? Oui. Et vous continuez avec l'Acte de Québec. La continuité du droit, c'est que dans l'Acte de Québec, on trouve, là, vous allez m'éclairer là-dessus, là, dans l'Acte de Québec, on trouve une reconnaissance quand même beaucoup plus étendue que qu'est-ce que plusieurs historiens nous disent, dans le sens que là, il y a des fautes apparemment de traduction ou des fautes de compréhension qui ont été faites dans les termes et qui ont été conservés. Il ne s'agit pas simplement de la reconnaissance par l'Acte de Québec du droit français. Ce que vous nous expliquez, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça, que c'est pratiquement une reconnaissance qu'on pourrait qualifier de nationale ou d'une distinction nationale, entre guillemets. Est-ce que c'est bien ça qu'on doit comprendre? C'est infiniment plus large que ça. Alors, ce que les juges britanniques du Canada ont fait suite à l'Acte de Québec, ils ont essayé de réduire son champ d'application en disant que ça s'appliquait quasiment juste pour la coutume de Paris. Alors que dans l'esprit des lords anglais, c'était de remettre dans l'intégralité l'ensemble des lois et coutumes du Canada telles qu'elles avaient été mises en 1663, alors par la décision du roi. Donc, à cette époque-là, ce que le roi avait fait, c'est qu'il avait mis en vigueur au Canada
l'ensemble des lois et coutumes qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. Ça avait été comme une espèce qu'on appelle aujourd'hui un coupé-collé, là. Je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus l'expression, mais en tout cas, c'est qu'on avait fait un duplicata des lois et coutumes qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. Donc, c'était dans le ressort du Parlement de Paris, il y avait des lois qui remontaient quasiment à Charlemagne, là. Alors, donc, c'est beaucoup plus que la simple coutume de Paris. D'accord. Donc, ça confinait quasiment à une reconnaissance. Je pense qu'on ne peut pas employer le mot national parce qu'on n'est pas encore dans la question des nationalités. C'est ça, oui. Mais on est dans la tradition, dans la coutume ou dans la reconnaissance forte, on va dire, de l'existence de cette population-là dans sa continuité. Mais on est allé aussi loin qu'on pouvait le faire à l'époque, là. Mais quand même... Non, alors là je mettrais une petite objection. Car il y a une demande autre qui avait été présentée et qui a été refusée. Et là, c'est un peu décalé par rapport au livre, mais je serais tenté de dire que c'est la pièce qui explique un peu la suite de l'histoire, me semble-t-il. En 1773, vous avez ce personnage que j'évoquais tout à l'heure, Chartier de Lotbinière, qui est un grand aristocrate canadien, et qui est à Londres pour des affaires autres, je ne sais pas sur les détails, et qui discute de ses affaires, de loi, etc. Et qui a eu une entrevue personnelle avec le roi. Tout à fait. Mais lui, justement, il a des demandes assez claires qu'il fait à Étienne Montgolfier, au vicaire de Montréal, au directeur des Sulpiciens, et qui présente aux autorités britanniques, où il dit « Si vous êtes honnête, dans ce cas-là, il faut s'assurer que les lois canadiennes que vous nous concédez ne pourront être modifiées que par les Canadiens. » Et lui demandait à ce que le conseil législatif soit élu directement par les propriétaires de seigneuries, de manière à ce que la concession soit contrôlée par ses bénéficiaires. Et ça, il ne l'a pas obtenu. Et Chartier de Lotbinière, quelques mois plus tard, il passe à Versailles et il devient agent français pour la guerre d'indépendance américaine. Donc vous voyez que vous avez tout à fait raison sur l'ampleur de la concession, mais il n'y a pas la garantie avec. Oui, mais ça aurait été une autre étape. Ça aurait été carrément de se détacher de la couronne britannique, là. Moi, je parle à l'intérieur du régime... Lotbinière ne présente pas ça comme un projet indépendantiste. Finalement, il va passer côté français quelques mois plus tard. Ok. Mais c'est ça. Sur le moment, il demande juste que la législation soit contrôlée par des seigneurs canadiens. Ça, le roi s'est pas laissé... non, le ministère du Commerce et des colonies. Ils ont expliqué que non, il fallait pas... Et puis Carleton était totalement contre une option pareille. Carleton, très généreux d'un côté, mais... Oui, puis ça aurait pu avoir un incident, j'imagine, aux États-Unis, si on avait permis la liberté des chambres ici. Là, je veux dire, les Américains n'auraient pas été longs à demander la même chose. Mais c'est le qui a failli être fait en Louisiane aussi. Mais excusez-moi, je m'arrête. Mais ils avaient quand même des chambres aux États-Unis, dans les colonies américaines. Tout à fait. OK. Ils avaient des chambres. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce que les Canadiens auraient pu obtenir beaucoup plus, selon vous? Non, je ne pense pas qu'ils auraient pu obtenir plus. Parce que ce qui intéressait les Anglais, c'est d'avoir de l'ordre, de maintenir l'ordre qui existait au Canada. Et ça, ils l'ont obtenu. C'est ça, oui. Et leur idée n'était pas d'utiliser les Canadiens contre les Américains. Okay. Si on revient sur la question de la continuité du droit, alors je pense que c'est clair quand on va du Conseil souverain à l'Acte de Québec. Maintenant, quand on passe à l'Acte constitutionnel de 1791 et puis après ça, on s'en va vers les troubles de 1837, 38, 39 et l'Acte d'Union, est-ce que là, on ne peut plus parler de continuité du droit? On s'en va dans la discontinuité du droit. Est-ce que je me trompe? C'est parce que les coloniaux anglais au Québec étaient de plus en plus puissants. Et finalement, le gouvernement central, le gouvernement métropolitain, devait écouter d'une certaine façon ces gens-là. Donc, eux voulaient changer l'ordre de droit pour qu'il y ait un ordre de droit favorable à leurs intérêts.
OK. Alors, avec l'acte d'union qui est quand même imposé, si je ne me trompe pas, Louis-Hippolyte Lafontaine parvient à faire reconnaître la langue française comme une langue d'usage au Parlement, mais on ne retrouvera plus les droits qui avaient été accordés à l'époque avec l'acte de Québec. Oui, mais l'acte d'union de 1840 n'a jamais été légal au Québec. Parce que le Canada a été acquis par une conquête, et une conquête militaire pour agrandir son domaine international n'a jamais été reconnue par le droit international coutumier. Donc, Georges III est devenu un souverain de fait et non pas un souverain de droit. Et l'acte d'union, finalement, a été adopté par un usurpateur. Donc, au niveau, si on regarde uniquement le droit international coutumier, la loi de 1840, finalement, n'est pas légale. Okay. Maître Néron, peut-être vous pourriez nous parler un peu de c'est quoi, pour nos auditeurs, c'est quoi le droit international coutumier, c'est quoi son impact, et est-ce qu'il y a encore cours aujourd'hui ou oui. Allez-y, oui. Expliquez-nous un peu c'est quoi pour nos auditeurs. Le droit international coutumier s'est développé tranquillement à partir des Grecs et des Romains. Alors, plus tard, on va appeler ça le droit des gens, parce qu'à un moment donné, l'Empire était immense et il fallait que les gens puissent avoir des rapports juridiques à partir de règles qui étaient plutôt, qu'on pourrait appeler de générales ou internationales. Donc, c'est comme ça qu'un corpus de lois, qu'on va appeler plus tard le droit international coutumier, va se former graduellement. Et donc, étant donné que ce droit-là, depuis le Moyen Âge, ne reconnaissait pas qu'on puisse agrandir son domaine par la guerre, par une guerre injuste. Donc, les conséquences d'une loi injuste, finalement, ne changent pas le droit. Mais n'empêche que le rapport de force existe quand même. Donc, c'est une souveraineté de fait et non pas une souveraineté de droit. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus qui est spécifique au droit français. Je ne prétendrai pas parler de ça pour le droit des autres pays, mais dans le droit français ancien, en effet, à partir, on va dire, du XIVe siècle, se fixe globalement l'idée de l'indisponibilité et de l'incessibilité de la couronne et du domaine royal. Et donc, oui. En effet, le roi de France n'a pas le droit formellement de céder des territoires. Mais alors, ça oblige les juristes à faire des contentions pas possibles. La contention qu'ils vont principalement développer, c'est de différencier la condition de sujet. On admet qu'un habitant d'un territoire perdu va devenir un sujet d'une puissance étrangère, de la naturalité, c'est-à-dire ce qui vous fait français en droit civil. Et c'est pour ça que les Flamands, qui étaient devenus sujets du roi d'Espagne au début du XVIe siècle, continuent, du point de vue du droit français encore à la veille de la Révolution, d'être des naturels français sous certaines réserves. Et c'est ce qui va concerner les Canadiens aussi dans la perspective française après 1763. Mais c'est là qu'il faut bien différencier les ordres. Comme disait Montesquieu, il y a 3 ordres, le droit des gens, le droit politique et le droit civil. Et si le droit politique interdit au roi de France de céder le territoire, si le droit civil reconnaîtra toujours les Canadiens comme des naturels français, le droit des gens admet d'un point de vue coutumier la cession de territoire malgré tout. Je serais un peu moins radical sur vous sur l'idée que c'est illégal. Le droit des gens l'admettait. Même si c'est en contradiction avec les autres ordres de droit, ça je suis totalement d'accord. Mais par contre, en France, les grands auteurs ont toujours considéré que le droit international coutumier et le droit national français étaient très liés. C'était pratiquement le droit national français était tout simplement une continuité du droit international coutumier. Alors, c'est plutôt le 20e siècle qui va faire la différence, là, qui va dire, ben ça, c'est du droit international public et du droit national. Mais à l'époque, les auteurs considéraient que le droit national, le droit local et le droit international étaient liés et il n'y avait pas de coupure entre les deux. C'est vrai, mais ce sont des prétentions de juristes français. C'est loin d'être la réalité. Voyez, mais tous les grands auteurs français étaient unanimes à dire ça. Ah oui, mais tous les grands auteurs français avaient un intérêt objectif à raconter que leur droit était le droit international et à confondre les deux ordres de droit.
si je puis me permettre. Peut-être. Oui, ben c'est ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va plaider. En tout cas, je ne sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais ça ouvre une perspective de plaider des choses. Gilles, est-ce que tu avais autre chose? Et puis, c'est ça, on va là, le temps file, je veux dire, on va continuer pendant une vingtaine de minutes. Après ça, on va terminer et on va reprendre après ça une autre session pour continuer, là, qu'on vous diffusera plus tard là, pour dans l'avenir, dans une autre émission. Fait qu'on continue une vingtaine de minutes, on va prendre une pause, puis après ça, on va enregistrer une future émission. Alors, Gilles. Oui, alors, si on continue, parce que votre livre, Maître Néron, évolue, puis ça nous amène finalement jusqu'à 1982. Là. Donc, moi, j'ai des questions par rapport à ça, parce que une des questions qui me vient à l'esprit, c'est que, en quelque part, dans votre livre, vous dites au moins à un endroit, sinon à deux endroits, vous reprochez ou vous mentionnez que nos institutions d'enseignement du droit et l'enseignement du droit en général n'ont pas été à la hauteur. Ont manqué à leur... ont manqué. Je vous dis pas à leur devoir, mais peut-être qu'ils ont manqué à leur devoir. En fait, moi, de la façon que... je vais vous demander de nous expliquer un peu plus qu'est-ce que vous voulez dire à propos de ça, parce que vous n'allez pas plus loin. Mais je trouve que ce serait intéressant moi, j'aimerais ça entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Est-ce que on a manqué de rappeler le véritable sens de l'État, de l'Acte de Québec comme étant une continuité du Conseil souverain, comme étant notre assise constitutionnelle à partir de laquelle on pouvait se former finalement une espèce une assise de revendication constitutionnelle à partir de ces éléments-là. Mais Néron, allez-y, sans vous mettre à dos vos confrères du barreau. Non. Si je vous disais à dos, je vous taquine. J'en ai déjà beaucoup sur le ado. Alors, et c'est pas d'hier. Mais moi, ce que je dis, c'est que dans nos facultés de droit, on néglige absolument d'enseigner la philosophie du droit. Il y a à peu près aucune faculté qui enseigne la philosophie du droit. Et concernant l'histoire du droit, lorsqu'ils enseignent l'histoire du droit, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, nos facultés de droit forment des techniciens du droit positif. Et quand vous leur demandez, par exemple, quelle est la définition de la loi, quelle est la définition du droit, ils sont toujours vagues, ils sont comme pris par surprise. Alors, mais s'ils avaient eu plus de formation et plus d'intérêt pour la philosophie du droit et l'histoire du droit, je pense qu'ils auraient une formation générale qui leur permettrait de distinguer les sources du droit, l'utilité du droit, les fondements du droit et connaître plus précisément les concepts de droit. Mais ça n'existe pas. Surtout quand on est en droit constitutionnel, je comprends que quelqu'un qui plaide des causes de divorce, c'est pas tellement essentiel pour lui, là, mais quand on touche des sujets comme le droit constitutionnel, je pense que d'avoir une certaine de profondeur philosophique, ça peut être important. Gilles, est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais sur l'autre aspect, dans le sens que parce qu'on sait qu'on a dérivé quand même du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel s'est adapté aux espèces de coups de force constitutionnels qui ont eu lieu. Autrement dit, toute la plaidoirie du droit, comme on va dire en 1982, le renvoi à la Cour suprême, par exemple, c'est fait à partir de bases qui ne sont pas celles qui étaient invoquées dans les débats constitutionnels de 1965 sur la Constitution. Vous l'avez vous-même à la page 175 de votre livre quand vous parlez du dialogue entre George Brown
et Georges-Étienne Cartier, où George Brown dit il nous faut consulter les vues des Canadiens français aussi bien que les nôtres. Ce projet peut être adopté, mais nul autre qui n'aurait l'assentiment des deux populations ne saurait l'être. C'est là que Georges-Étienne Cartier dit « là est toute la question ». Oui. Et Brown de répéter « oui, effectivement, là est toute la question ». Mais finalement... Je vais juste terminer mon idée. Oui. De qui parle-t-on? On parle de deux populations. On parle de Canadiens français. Mais quand on arrive en 1981 et qu'il y a le renvoi qui est fait à la Cour suprême à Londres, ces deux populations-là n'existent plus. On ne parle plus de Canadiens français. Oui. On a fait une substitution. Oui. On a fait une substitution, une espèce de glissement sémantique, c'est fait, ni plus ni moins, où les Canadiens français, parce que le référendum de 1980 vient d'avoir lieu, où nous sommes tous fiers d'être Québécois et nous sommes tous Québécois, il n'y a plus de Canadiens français, on essaie d'atténuer ou de faire disparaître leur existence finalement. Alors, autrement dit, on plaide sur d'autres choses, on ne plaide plus sur les arguments qui avaient été invoqués par George Brown et qui avaient été entérinés par Georges-Étienne Cartier. On est ailleurs, on est dans une société et dans une nation différente. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui au moment où on se parle. Mais déjà, ça avait pris forme dès les années 1980. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh oui, juste avant de vous laisser répondre, je veux juste mentionner aux auditeurs que le livre de Maître Néron est disponible gratuitement pour téléchargement en format PDF sur le site vigile.net. Alors, c'est ceux qui veulent lire cet excellent ouvrage, vous pouvez le télécharger gratuitement sur vigile.net. Maître Néron. Oui. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que George Brown a dit et la réponse de Cartier. Mais George Brown disait ça parce qu'il était durant les débats parlementaires sur la Confédération et il voulait avoir une majorité du vote des Canadiens à cette époque-là. Mais il a obtenu la majorité qu'il voulait. Donc, je pense que ça a été 27 contre 25. Et après ça, le Canada a totalement oublié cette affirmation-là et la réponse de Cartier. Donc, après ça, ça n'a plus jamais existé. Mais tout ça m'évoque une prise de parole qui a lieu en 1785, donc 10 ans après l'acte de Québec, au conseil du gouverneur, lorsque le gouverneur, c'est pas le gouverneur lui-même, c'est son substitut parce qu'il est en voyage, annonce que, étant donné que maintenant les loyalistes vont arriver, il va falloir changer les règles et qu'on sera content que les actuels membres du Conseil législatif, les quelques membres de la noblesse canadienne qu'on veut bien y faire siéger, participent au nouveau changement. Et vous en avez un qui s'énerve. Alors, il n'est pas identifié dans le texte. Moi, je pense que c'est François Baby. Et qui fait une colère et qui dit ah, mais si c'est comme ça, on ferait bien de retourner auprès de nos anciens maîtres. Et il se ravise très, très vite. Et le gouverneur, enfin le substitut du gouverneur note dans son rapport où il raconte cet événement, s'il a fait ça, c'est parce que quelques mois plus tôt, il y avait Lafayette à la frontière américaine. Et donc vous voyez, les analyses du droit sont très importantes et parfois extrêmement précieuses. Mais faute de fortifier le droit, l'on justifie la force. Et le droit finit par devenir chiffon de papier. Moi, à mon avis, à cause de sa mauvaise compréhension, même si ça joue parfois, c'est vrai. Mais parce que le droit est fondé sur une force. Oui. Puis Lafayette, finalement, a toujours été l'ennemi, finalement, de l'Amérique française. C'est pas si vrai que ça. Là. Moi, en 1792, il y a un Canadien réfugié en France qui vient demander à l'Assemblée nationale des secours et il a une lettre de Lafayette pour soutenir sa cause. Donc, oui, un individu, mais par contre, le Québec et le Canada français n'ont jamais été avantagés par les prises de position de Lafayette et le fait que Lafayette a réussi à mettre la France du côté des Américains. Parce que si la France était restée neutre et s'il n'y avait pas eu de volontaires français qui se seraient mis du côté américain,
il est certain que le gouvernement britannique aurait remis les Américains à leur place et on aurait pu profiter des avantages de l'Acte de Québec qui restituait aux Canadiens quasiment l'ensemble du territoire que la Nouvelle-France avait. Donc, il faudrait un débat juste sur la guerre d'indépendance américaine, les Canadiens et les Français. Je vous assure qu'il y a de quoi faire 2 heures d'émission. Oui, mais c'est ça. On pourra certainement, dans une prochaine émission, revenir là-dessus. C'est pas tellement couvert dans le bouquin là, sur l'Acte de Québec. Est-ce que ce serait le temps de prendre une petite pause et de revenir justement? Je vous laisse réfléchir au sujet que vous... Gilles, dernière intervention, puis après ça... Oui, tu peux pas attendre après la pause. Tu peux pas attendre après la pause. T'es comme un jeune fougueux qui n'a pas la patience. OK, vas-y, Gilles. Vas-y, Gilles. Là où je voudrais entendre Maître Néron, c'est sur la question du glissement qui se fait entre les droits qui sont reconnus aux Canadiens français en 1867 et que c'est... Bon, je sais que c'est de la fraude, là. George Brown ne croit pas du tout à ce qu'il dit, là, on est d'accord. On est absolument d'accord là-dessus, mais il le dit quand même, puis Georges-Étienne Cartier embarque là-dedans, mais on est dans les droits d'une population canadienne-française. On n'est pas dans les droits du Québec. Le Québec n'existe pas là, à ce moment-là. Oui, d'une certaine façon, mais c'est certain que... Parce que le Province of Québec a été créé en 1763, mais je veux dire, est-ce qu'on peut indistinctement parler d'une population canadienne-française et parler du Québec? Je pense qu'aujourd'hui, c'est 2 choses complètement différentes, dans le sens que le Québec défend l'idée qu'il a des droits constitutionnels en s'appuyant sur les Canadiens français qui ont obtenu ces droits constitutionnels-là, mais qu'il ne reconnaît plus. Le Québec ne reconnaît plus les Canadiens français, ne veut pas rien avoir avec l'existence des Canadiens français. Autrement dit, l'État du Québec s'est séparé des Canadiens français, mais en même temps, il réclame des droits qui viennent des batailles menées par les Canadiens français au lendemain de la conquête, l'Acte de Québec, 1867, où est-ce qu'on a ces débats constitutionnels-là, où il est de toute façon limpide que les 2 peuples en présence sont les Canadiens de souche, les Canadiens fondateurs de la Nouvelle-France et les Canadiens anglais ou les British là, qui sont là de l'autre côté. Alors, nous ne sommes plus dans cette réalité matérielle ou humaine. C'est pour ça que ceux qui plaident les droits du... a renié l'existence des Canadiens français. Il ne veut rien savoir. Je veux dire, l'évêque va défendre en 1981 les droits du Québec, tout de suite après avoir fait un référendum où est-ce que les Canadiens français sont exclus comme n'étant plus pertinent. Ce n'est plus pertinent. C'est la population du Québec qui doit décider démocratiquement de l'avenir du Québec parce que nous sommes tous des Québécois. Soit nous le sommes de fait et mentalement, ou soit nous sommes en train de le devenir. Alors, il y a là un écart qui est fait. C'est pour ça que c'est difficile, Gilles, c'est pour ça que c'est difficile pour le gouvernement du Québec, dans ses réclamations, de bénéficier des acquis que les Canadiens français avaient acquis. Là. C'est comme si ça n'existait pas, on part à zéro, on part sur une page blanche. Mettez-on là-dessus. Bon, les Canadiens français hors Québec n'ont jamais eu aucun pouvoir politique. Donc, ils en avaient au Québec, bien entendu. Et finalement, George Brown, quand il parle, par exemple, des descendants des vaincus, ou des descendants des vainqueurs, descendants des vaincus, il pense à ceux qui sont au Québec parce qu'au Québec, ils ont un réel pouvoir politique. Et l'objectif premier de George Brown, lors de la Confédération, c'était de mettre un nouveau système qui mettrait le Québec et les Canadiens français les subordonnés perpétuels des Canadiens britanniques. Et il a réussi
il a réussi son coup à 100%. Bon, mais là-dessus, on va mettre un terme et on va vous laisser cogiter vos questions. On va laisser, vu que la prochaine phase va être diffusée plus tard, on va laisser M. Baraton soigner sa grippe. On espère qu'il va nous revenir. J'étais vraiment pas très bien, vraiment. Ouais, pas de problème, mais qu'il va nous revenir pour la prochaine phase en pleine forme. Alors, merci beaucoup d'avoir participé, puis à très bientôt. Eh bien, c'est moi, merci. Bonne journée. Merci.